Bonjour, aujourd'hui on fait une escapade au bord de l'Indre, au sud de la Touraine. On part à la rencontre des dames de Loches, celles d'hier et d'aujourd'hui. Loches, c'est ce charmant village de la vallée de l'Indre devenu au fil du temps une petite ville médiévale surmontée d'un des plus vieux donjons d'Europe. Jean-François Tulle est passionné par le Moyen-Âge. Depuis plus d'1 an, il est à la tête du donjon et du logis royal de Loches, cette ville d'art et d'histoire dont le nom est intimement lié à l'histoire de France. À Loches, on ne peut plus aujourd'hui évoquer Loches sans parler d'Agnès Sorel. Le fait qu'elle intervient tout à la fin de la guerre de 100 ans, qui est un conflit majeur entre la France et l'Angleterre, on est à la fin du Moyen-Âge, au milieu du XVe siècle, et elle intervient à un moment où finalement la France est en train de reprendre vie, et cette jeune femme, qui est une jeune femme cultivée, intelligente, qui a beaucoup de grâce, qui a une forme vraiment de beauté suprême, reconnue comme telle à l'époque, va marquer de son empreinte une génération et une époque qui est très sévère, qui est encore marquée par les épreuves de cette guerre passée. Et sa présence à la cour de Charles VII et son empreinte sur les arts, et notamment sur les parures, les costumes, va apporter une sorte de bouffée d'oxygène, et tout cela va donner une dimension nouvelle à l'art de vivre à la cour de France et au-delà, à partir de la deuxième partie du XVe siècle. Pourquoi est-ce que Loches, au XVe siècle, fait-elle autant parler d'elle? Alors, Loches au XVe siècle est une ville importante, c'est une ville royale qui fait partie des résidences itinérantes de Charles VII. On est très en retrait par rapport à la ligne de front qui est au nord de la Loire, donc c'est une place qui est sûre, dans laquelle le roi peut résider sans crainte d'être mis en péril. Et de surcroît, Loches a l'avantage d'être la cité royale sur un promontoire, de dominer une forêt qui est un lieu de chasse privilégié pour le roi, qui fait partie de ces grands chasseurs devant l'Éternel. Donc pour toutes ces raisons, Loches vraiment est un lieu résidentiel qui compte pour le souverain de la dynastie de Valois depuis donc, cette époque. Aussi charismatique, importante soit-elle, Agnès Sorel a pourtant une vie très courte. Alors Agnès Sorel est une sorte de météore dans le paysage de l'époque, puisque sa relation avec Charles VII dure à peine 7 ans. Et pendant ces 7 ans, ça va néanmoins être une sorte de feu d'artifice, puisque non seulement elle va révéler le roi dans sa fonction, sa dimension de souverain, un souverain qui était timoré, qui était indécis, qui était mélancolique, va devenir un souverain qui va prendre en main son destin, qui va reconquérir le royaume, qui va développer l'économie, qui va relancer l'activité en France. Et cette jeune femme, finalement, va le révéler en tant que tel et va aussi participer à l'essor des arts, à l'essor de l'industrie, notamment de l'industrie du luxe, qui était un élément important dans le redécollage économique de la France à l'époque. Et donc, elle a un rôle vraiment qui est inversement proportionnel finalement à la brièveté de sa relation et de sa vie. Dans sa série Paysages, Sylvain Adelin nous propose d'aller un peu plus loin dans la découverte de cette petite ville d'art et d'histoire. Dans cette petite ville de 7000 habitants, le patrimoine historique est important. 25 bâtiments construits entre le Moyen-Âge et la Renaissance donnent à la ville sa silhouette. Là, on est sur un schéma très schématique de Loches, tel qu'on connaît la ville. C'est vraiment son identité avec ce donjon vraiment rectangulaire, une collégiale qui, elle, va se découper vraiment dans le ciel avec ses 4 pyramides, et puis un logis royal plus horizontal, mais toujours aussi avec une certaine finesse dans ses tours. Une tour Saint-Antoine qui va terminer le paysage. Donc voilà, quelque chose d'assez horizontal, en hauteur, visible de loin et tout à la fois plein de petits découpages qui donnent l'identité.
On est ici à un point de jonction entre les trois enceintes qui forment aujourd'hui la ville de Loches. L'enceinte juste au-dessus de moi de la citadelle, la ville haute, avec la partie militaire. L'enceinte derrière moi, ici, du Fort Saint-Ours, qu'on va dire le premier bourg fortifié. Et puis là où on est, après le fossé dans lequel on se trouve en fait ici, c'est la ville basse qui va arriver un petit peu après et qui va être entourée elle-même aussi de sa propre enceinte. Donc trois points de la ville qui se retrouvent ici. Au XIIIe siècle, la cité devient ville royale et elle le restera jusqu'à la Révolution. Autour de la citadelle s'installe alors la ville basse, elle-même entourée d'une enceinte fortifiée. Au fil des siècles et jusqu'à la Renaissance, les rois embelliront la cité de bâtiments de caractère. Ce qui fait le paysage de Loches, c'est aussi son identité, c'est aussi les matériaux et les couleurs qu'il compose. On a 3 matériaux principaux. Le tuffeau, premier matériau, donc un calcaire blanc qui donne vraiment sa luminosité aussi à l'ensemble. On a également l'ardoise, qui est un des 2 matériaux principaux des toits, et la tuile. Labellisée ville d'art et d'histoire, forte de son intérêt touristique, Loches se doit de conserver son patrimoine. Seulement, entretenir autant de bâtiments classés ou inscrits suppose des moyens. Jusqu'alors, l'État, la région et parfois l'Europe intervenaient à hauteur de 80%. Demain, il pourrait en être autrement. Loches et d'autres communes, à l'échelle de la région mais aussi du territoire national, seront vraisemblablement confrontées à un choix. Sauvegarder, entretenir ou non les sites classés. De cela dépendra une nouvelle vision de ces paysages patrimoniaux. Quant à nous, on continue la balade à travers cette petite ville, décidément très liée à des personnages féminins forts de l'histoire de France. À Loches, 2 autres figures, Agnès Sorel, viennent composer un peu ce trio féminin. D'abord Jeanne d'Arc, qui elle passe de façon très éphémère, puisqu'elle rencontre le roi ici à la fin du mois de mai 1429, pour l'exhorter à aller recevoir la couronne du sacre à Reims. Mais là aussi, c'est une petite chose au regard de l'histoire, mais c'est un impact majeur dans le règne du souverain, puisque le roi décide finalement, contrairement à ses plans initiaux, d'aller à Reims et donc d'accomplir son destin. L'autre figure féminine majeure, c'est Anne de Bretagne, puisqu'elle vient ici de façon beaucoup plus régulière à partir de 1496. Charles VIII décide d'accroître, d'augmenter la masse du bâti du logis royal de Loches et de construire un nouvel édifice. En 1498, Charles VIII donc décède accidentellement et Anne reprend en main le chantier, reprend en main le suivi de ce chantier, à tel point qu'elle va transformer les plans, puisque ce qui était originellement destiné à être des latrines va se transformer en oratoire. Ce qui déjà sur le plan du symbole, je trouve, est assez éloquent. Mais surtout, elle démontre que c'est loin d'être une femme passive, une femme qui subit, c'est une femme qui au contraire prend elle aussi son destin en main et véritablement imprime sa marque dans la pierre. Et elle va revenir régulièrement à Loches, elle va s'attacher justement à faire de ce lieu un écrin où elle va résider, qu'on présente aujourd'hui comme un élément unique de ce gothique flamboyant. Il serait injuste et incomplet de parler de Loches et des femmes de Loches sans évoquer un homme dans cette histoire. Foulques III Néra va décider d'implanter ici un élément de défense majeur qu'est le donjon de Loches, qui est un donjon millénaire et qui véritablement marque l'empreinte et l'installation des comtes d'Anjou sur le territoire tourangeau avec pratiquement 5 siècles de présence qui vont aussi permettre un développement de toute la configuration défensive de ce lieu et d'en faire un élément d'architecture militaire tout à fait remarquable. Changement d'époque, mais toujours dans le Lochois pour le portrait sensible d'une autre dame. Nicole Avézard est connue dans la région comme peintre. Pour beaucoup, elle reste cependant la naïve Lucienne du duo féminin Les Vampins. Mouzel l'hiver. Pas un chat, ou presque, mais un gros chien et une célébrité. De Zénith en Olympia, elle a rempli des milliers de salles et vendu 1 million de DVD. 30 ans qu'elle fait sa vampe. Ou qui
cochonnet, je le vois pas. Bien qu'à viser le gros pèlerin à lunettes, il est juste à côté. Bienvenue à Bellevue, chez Nicole Afzard, la Lucienne des Vampes, qui se ressource là depuis 18 ans. Le son des gouttes d'eau. C'est paisible. J'ai besoin d'être en plein milieu de cette nature, de sortir et d'avoir tout de suite les arbres, les fleurs, et puis de mettre la main dehors. J'ai passé toutes mes vacances quand j'étais petite chez ma grand-mère à Thillouse en Touraine et c'était des vacances magiques avec mes 4 frères et sœurs. C'était le paradis là-bas. Vraiment, on allait se balader, il y avait une lumière, il y avait des maisons, il y avait une odeur. Et donc je me suis dit, je vais revenir voir comment c'est ici. Oh, un œuf, super. Bravo les poules. Et moi, j'adore faire la poule. Parce que je sais très bien faire la poule, moi. Je crois que je suis moi-même une poule. Viens là, Anouk, viens là. Nicole ramasse des œufs, cueille des girolles, fait des confitures et copine même avec les ânes. Voilà. Viens là, ma belle Anouk. De bonnes relations de voisinage et des jarrets toniques. Pour moi, c'est très important de faire du sport, de me tenir bien en forme, parce que les spectacles, il y a toujours des chorégraphies, des choses... c'est assez physique des fois. Il faut avoir la forme. Et le corps, c'est important qu'il soit un peu... non, Alors, pour faire une vampe, on a besoin de quoi? Et voilà. Ben oui, c'est pas plus compliqué que ça, ben oui. Car la revoilà sur scène, avec sa nouvelle acolyte, elle aussi tourangelle, Solange, sa nièce un peu gourde. Je vais te montrer comment on fait le vrai baiser amoureux. Alors, je la plie en deux. Ferme les yeux. Ah, c'est dégoûtant. Eh ben, c'est exactement ça. Après les applaudissements, retour à l'apaisement, pinceau en main, car notre Lucienne s'est aussi fait un nom pour ses Josiane. Ben, ces personnages de Josiane, c'est des personnages, on peut dire, qui sont bien enveloppés, qui sont bien rondes. Hein. Et moi, j'adore faire des ronds, j'adore faire des boules, j'adore donner du volume aux choses. Et puis elles s'amusent, elles inventent des choses que dans leur univers, tout est permis. Parce qu'on ressort quand même quelque chose de nous, hein, on n'invente pas. Soit au fond. Derrière ça, peut-être qu'il faudrait que j'enlève le masque et il y a peut-être des Josiane et la Lucienne qui sont là en vrai, qui sommeillent en moi. Beau puzzle que la vie de Nicole, qui trouve encore le temps de prendre son temps. Je m'applique à prendre du plaisir dans la vie, avec ce que je sais faire, à créer. Voilà, j'ai besoin de créer, moi. Et oui, ça tourne rond. Décidément, les Lochoises sont des artistes, tout comme Nathalie, ancienne illustratrice, devenue artiste peintre. Donc Loches, finalement, c'est la ville de votre jeunesse, de votre enfance, de votre adolescence. Hein. Voilà, j'ai grandi pratiquement ici. J'ai passé toute mon adolescence ici. Après, je suis partie de toute la partie, on va dire, adulte. J'ai quitté Loches pour y revenir maintenant et y élever mes enfants. Alors moi, je suis née dans un petit village, j'ai grandi dans un petit village qui n'est pas très loin d'ici, une dizaine de kilomètres à peine, à Saint-Jean-Saint-Germain. Et j'ai fait aussi, surtout, toute ma scolarité de collégienne et lycéenne à Loches. Et donc l'endroit où on est aujourd'hui, c'était notre fief du mercredi après-midi, quand on avait fini nos devoirs surveillés du collège et du lycée. On venait ici se retrouver avec entre amis. Vous ne dessiniez pas encore à l'époque hein. Ah si, je dessine depuis que je suis toute petite. Hein, et à l'école, j'ai suivi un cursus lettres et arts plastiques. Donc, déjà à l'école, je dessinais beaucoup aussi. Et, non, j'ai toujours aimé dessiner. Vous avez repris le dessin et il y a combien de temps et dans quelles circonstances hein? J'ai repris les crayons grâce à une amie qui m'a demandé de faire le portrait de son fils. Donc ça a redémarré comme ça, avec un portrait.
Puis un portrait, 2 portraits, 3 portraits. Et donc depuis 2006, j'ai fait portrait, aquarelle. Et puis ensuite, c'est venu assez naturellement. Je faisais beaucoup de personnes âgées. J'aimais beaucoup les rides. Au travers des regards que je dessinais, je me disais derrière, il y a plein de choses. Dans toutes ces rides, il y a plein d'histoires aussi. A germé comme ça, petit à petit, l'idée de faire un livre sur la Touraine. Et donc le premier ouvrage est sorti en 2011, en mai 2011, avec la création donc, des éditions de la Gâtine, de ma petite maison d'édition. Votre lien avec l'histoire de Loches aussi, il y a une histoire humaine aussi derrière, avec votre ancien prof, c'est ça? Oui. Alors ça, c'était un joli hasard, c'est que le fait que je devienne à mon tour écrivain, entre guillemets, parce que je suis plus dans le dessin que dans l'écriture, quoique, même si j'ai une maison d'édition, j'ai eu la chance de recroiser au travers de mes salons de livres un de mes professeurs que j'avais au collège et lycée Saint-Denis, à Loches, qui était professeur d'histoire géo. Et il m'a proposé d'illustrer un livre destiné aux jeunes qui parlerait donc, de Loches pendant la guerre. Donc lui avait déjà écrit cet ouvrage. De faire ce travail-là, aussi bien mes livres donc, de reflets, Visage de Touraine, ou ce livre avec Bernard Brier, ça me permet quand même d'avoir d'autres liens avec les gens et la ville. C'est-à-dire que je la connais un peu mieux, sans être très calée. Je ne suis pas historienne, donc il y a des tas de choses que je ne sais pas. Mais voilà, on la voit autrement, elle vit autrement de toute façon. Et après, c'est aussi une boucle aussi, c'est un cycle. Quand j'étais enfant, c'est moi qui allais dans cette école ici avec ce professeur, et puis maintenant ce sont mes enfants qui vont. Enfin, voilà, donc il y a des choses qui tournent, c'est le cycle normal d'une vie quand elle se passe bien. Voilà. Est-ce l'influence d'Anne de Bretagne, mécène et protectrice des arts? Il y a, c'est vrai, de nombreuses dames artistes dans le Lochois. Malou Ancelin travaille aussi bien le papier mâché que la peinture, tout ça dans la quiétude de sa maison de Verneuil-sur-Indre. J'ai besoin de silence et de lenteur pour commencer. Ensuite, dès que le jour commence à se lever, les oiseaux arrivent de toute façon. Donc je sors nourrir les oiseaux. J'ai besoin d'aller dehors de toute façon. Mais sans doute parce que je suis une fille de la campagne, ça nourrit ma vie, donc mon travail. Et je me sens très en grande fraternité avec la nature en général. Voilà. Quand on est enfant, on est tout près des éléments, on est près de la terre, des cailloux, des pierres, et ça nous parle. Enfin, voilà, moi, et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'ai besoin d'entretenir, parce que c'est mon équilibre. Là, pour l'instant, j'essaie de trouver un pelage à mon loup, qu'il ait l'air très sauvage, gentil, mais sauvage. Je choisis des matières qui ont déjà vécu, beaucoup. Je récupère beaucoup de choses dans les brocantes, on m'en donne, j'en ramasse dans la nature. Et en fait, c'est comme si le personnage ou un animal était fait de tout ça. C'est-à-dire que c'est comme des mémoires, comme si je superposais, je remettais à jour des vieilles mémoires. Voilà. Et puis je mets des choses elles-mêmes qui ont une mémoire. Ces petits bouts-là, ça m'a été donné par une amie céramiste. J'ai envie de me dire que c'est la nature humaine aussi, quoi. Voilà, j'y mets beaucoup d'affectif, ça je le sais. Je puise là une force et j'espère, enfin ce que je peux me dire quand j'ai fait mes pièces, c'est que j'espère vraiment que cette force-là, elle reste là et que ça va aussi toucher des gens et que et leur faire du bien, en fait, c'est ça. Souvent, on dit d'un parcours d'artiste, vous travaillez quand vous voulez, quand vous avez l'inspiration. Moi, je ne travaille pas quand j'ai l'inspiration, je travaille. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Voilà. Alors, je crois que maintenant, je commence à saisir ce que c'est.
Voilà, je crois que c'est vraiment le moment où on lâche tout, on lâche le mental, et à ce moment-là, les choses nous sont données. Ça vient du plus profond de nous-mêmes à ce moment-là. Là, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est d'élaguer encore. J'ai toujours besoin, quand je travaille, d'en rajouter. Ça, c'est ce qui me reste des poupées aussi. Hein. Un petit ruban, un petit bout de dentelle, un petit nœud sur le coin des cheveux. Et là, je sens que élaguer pour qu'il reste juste l'essentiel. Je ne sais pas du tout comment je vais le traduire, si ça sera que de la sculpture, peut-être la peinture, l'écriture. Je n'en sais rien, mais je trouve que l'aventure me tente. Retour en ville pour une rencontre insolite. À Loches, figurez-vous que la crémière est aussi passionnée d'histoire. C'est en voyant son fils s'emmêler dans la chronologie des rois de France que Béatrice s'est mise à cogiter pour finalement, en 2007, créer son propre jeu. Bonjour. Depuis très très jeune, j'aime énormément l'histoire. J'ai appris, moi, d'une manière chronologique, parce que quand j'ai commencé à sérieusement apprendre l'histoire, j'ai vraiment fait la chose bête. J'ai appris toute la chronologie des rois de France, des Mérovingiens jusqu'à la Révolution française. Et puis après, j'ai intégré au fur et à mesure tous les grands événements qu'il y avait dans chaque époque, etc. Et je me suis dit, pour créer le jeu, en fait, il faut déjà partir sur une base chronologique. Donc en fait, il y a 3 parcours, les Capétiens, les Valois, les Bourbons. Le but du jeu est qu'en répondant correctement aux questions, qui sont toutes des questions à choix multiples, je ne laisse pas du tout la personne avec des questions ouvertes, sinon ça serait terrible. Ça ne durerait pas longtemps. Voilà, donc la personne répond correctement, elle gagne des écus, et ces écus servent, et c'est le but, d'acheter les portraits des rois de chaque dynastie. Et comment vous avez fait pour travailler, élaborer toutes ces questions? Vous avez travaillé seul? Vous avez dû passer pas mal de temps quand même, non? J'ai passé pas mal de temps. Alors déjà, entre la réflexion du jeu et le jeu sorti, il y a 2 ans qui se sont passés. Il faut commencer par lancer le dé? Voilà, alors déjà, donc on va se mettre sur les Valois. D'accord. Là, vous êtes au départ des Valois. Oui. Je vous laisse lancer le dé. Ça, je sais faire. 5. Voilà, et vous avancez dans le sens de la flèche. Voilà. Alors, comme dans tous les jeux, il n'y a pas que des questions. Là, vous tombez sur une dot. 10 écus remis par chacun des joueurs. Donc, voilà. Je vais jouer le joueur, je vais vous donner 10 écus. Comme ça, vous commencez bien. Voilà. Celle-ci, c'est fait. Je continue. 6, voilà. Donc là, vous tombez sur un privilège. Ça veut dire qu'on va à la case question la plus proche. Oui. Et donc, c'est vous qui choisissez le thème de la question. Donc, dans Roi, Reine et Tralala, vous avez le choix entre mariage et généalogie, fête et vie de la cour, guerres et conflits, anecdotes et petites histoires. Oh, anecdotes et petites histoires, non? Parce que tout le monde... Bah oui, évidemment. C'est pas dit que ce soit plus facile, hein. Alors, crème anti-rides. Crème, hein, c'est drôle pour une crémière, ça. Alors, crème, hein. Non, alors crème anti-rides. d'Agnès Sorel. Mélanger des pétales d'œillet rouge avec, petit a, de la rosée du matin, un soupçon d'urine de chat et un morceau d'utérus de chèvre cuit, tout cela broyé dans un mortier. Petit b, des vers de terre vivants, de la bave d'escargot, un soupçon de cervelle de sanglier et de la fiente de chèvre à travailler au pilon. Ça fait envie, hein? Petit c, de l'aubépine, de la bouse de vache et beaucoup de feuilles de menthe pour sentir bon, à macérer pendant plusieurs jours. À votre avis? Je veux dire la A? Alors, donc je la reprends, c'est la rosée du matin, un soupçon d'urine de chat et un morceau d'utérus de chèvre cuit, tout cela broyé dans un mortier. Donc ça n'est pas ça, effectivement, c'est la B. Oui. Donc c'était des vers de terre vivante, de la bave d'escargot, un soupçon de cervelle de sanglier et de la fiente de chèvre à travailler au pilon. C'était sa crème. Et il fallait ajouter un verre de sang de loup, histoire de donner de la couleur. Et c'est véridique. Et c'est véridique, hein. Ouais. Alors ça, par exemple, vous avez trouvé ça où? Dans un livre. Dans un livre, hein. Oui, oui. On quitte les bords de l'Indre et cette incursion au sein de l'histoire de France en compagnie de ces belles dames de Loches. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ligériennes avec plaisir. À bientôt.